Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet politique et technique. Les députés de la 10e mandature de l'Assemblée nationale ont décidé, lors de cette première session ordinaire de l'année 2026, de la suppression de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, cette institution établie au lendemain de la conférence nationale de 1990 pour organiser les élections au Bénin. Une bonne surprise, et en tout cas pour ceux qui ne s'y attendaient pas et qui n'avaient pas vu venir le cours, bien évidemment. On va analyser un peu les contours de cette décision et surtout ses implications sur la vie politico-institutionnel du Bénin. Je suis avec mon éternel compagnon Anissé Karosoki. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. La Sénat a été supprimée. C'est la décision de l'actuelle mandature de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parler d'une surprise technique ou d'un coup politique bien mûri? Non, mais je pense que c'est d'abord une question de bon sens. Nous avons décidé, en tout cas la Constitution prévoit qu'il n'y aura pas d'élection avant 7 ans. Oui. Et donc, si nous avions une Sénat, étant donné que les élections ont été alignées désormais, il n'y aura plus d'activité électorale pendant 7 ans. On ne peut pas, logiquement, laisser perdurer une structure dont la vocation est d'organiser des élections, la laisser continuer de coûter ce qu'elle coûte à l'État pendant toutes ces années-là, alors qu'elle n'a rien à faire. Alors, quand elle est née au lendemain de 1990, on va revenir sur l'historique et surtout son parcours, ces 35 dernières années sur l'échiquier politique national. Quand elle était née, elle était ad hoc. Elle était installée à point à la veille des élections. Puis après, le constitutionnaliste ou les parlementaires ont pensé qu'il fallait, mettons, penser à professionnaliser son action. Oui. Et on a, à travers des réformes, donc, travaillé à l'institutionnaliser, à la professionnaliser. On a fait ça il n'y a pas longtemps. En 2013. Oui, c'est quoi ces ajustements presque à la petite semaine? Disons que la Sénat est une structure qui malheureusement a vécu au gré des ajustements depuis sa naissance. Chaque année, il y avait un code électoral nouveau et le nombre de membres de la Sénat diminuait ou augmentait. Et donc c'était un yo-yo pratiquement chaque fois qu'il y avait une élection. Donc c'est le destin même de la Sénat qui était de connaître des variations à chaque fois qu'il y avait une élection. Mais bon, là, nous avons une situation qui pourrait se stabiliser sur la durée parce que toutes les élections ont été alignées. Et par conséquent, c'était logique en fait d'avoir un Sénat qui a été provisoirement suspendu parce que je pense que la décision n'est pas encore définitive. Je pense qu'il est peut-être aujourd'hui question de réfléchir à la formule la meilleure entre avoir un Sénat ad hoc comme par le passé, ou bien tout simplement revenir à la formule de l'organisation des élections du moins par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'argument de faire l'économie à l'État, bien évidemment, c'est une question pertinente, de faire l'économie à l'État en supprimant la Sénat et au-delà, l'argument que justement le Bénin n'aura pas organisé des élections sur les 6 prochaines années. Cet argument a été vraiment valable quand on sait que la Sénat, ces dernières années, a été impliquée dans d'autres activités au-delà des élections au plan national. Les élections professionnelles, par exemple, les questions liées à la démographie, à l'examen un peu, un certain nombre de choses. L'expertise de la Sénat a été sollicitée. Est-ce que cet argument qu'on n'aura que les élections dans 6 ans n'est pas vraiment insuffisant? Peut-être. Mais dans le fond, comme je le disais tantôt, il n'y a pas encore de décision définitive. La suspension est temporaire et c'est normal parce qu'en l'état, on ne peut pas laisser une aussi grosse structure continuer de coûter ce qu'elle coûte à l'État. Par contre, il est possible que dans les mois à venir, on ait peut-être une formule pour alléger un peu le dispositif ou peut-être pour avoir une structure légère, en tout cas qui s'occupe de ce dont vous parlez là et qui soit la mémoire de la maison et qui tienne le secrétariat peut-être
en attendant. Oui. Donc oui, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises encore dans ce sens, mais pour l'instant, la suspension s'imposait parce qu'en réalité, les membres de la Sénat avaient aussi des prétentions pour se redéployer dans d'autres secteurs. Oui, justement, la Sénat compte en tout cas plusieurs organes. En sens, en l'État, il y a un organe purement politique qui est à sa tête, qui dirige un peu les opérations. On aurait dû penser peut-être uniquement à cet organe plutôt que de penser à l'ensemble de l'institution. Vous dites quelque chose qui est censé, parce que là, la direction générale des élections aurait pu peut-être rester, ou en tout cas, on peut trouver un moyen de faire en sorte qu'il y ait un suivi, parce que, comme vous dites, en dehors des élections politiques, il y a aussi des élections dans des secteurs de la vie civile et politique qui font qu'on peut, de temps en temps, avoir besoin d'une telle structure. Et comme je le dis, je pense qu'il y a quelque part une réflexion qui est en train d'être mûrie pour trouver la meilleure formule d'avoir une institution, ou dans tous les cas, de revenir carrément à la formule du ministère de l'Intérieur qui, en réalité, est la structure la plus qualifiée, en réalité, pour... On va revenir sur sa pertinence, parce qu'on est parti de là, au lendemain donc de la Révolution, pour arriver à cette structure ad hoc qui a évolué dans le temps, mais restons toujours dans le temps présent. On a dû certainement se prendre plus d'un sur le continent, peut-être même au point de les désarçonner, eux qui viennent voir comment est-ce que nous tenons ce bijou-là depuis 90 pour en faire un outil pertinent de sauvegarde, de maintien de la démocratie. La vie est une dynamique. Et nous avons estimé à un moment qu'il fallait créer cette structure-là. Et puis, nous avançons. Et au fur et à mesure que nous avançons, il y a d'autres impératifs, il y a d'autres objectifs qui se précisent et qu'il faut savoir choisir. Donc, la Sénat, les raisons pour lesquelles elle existait hier ne sont plus tout à fait pertinentes aujourd'hui, et c'est normal qu'il y ait cette évolution. Ceux qui vont copier sur nous vont certainement continuer de copier. Allez, avant d'avoir la forme qu'elle a connue à travers le temps et qu'on lui connaît aujourd'hui d'ailleurs, elle est partie d'une idée. C'est vrai qu'à l'époque, toutes les nations pratiquement avaient confié le rôle de l'organisation des élections à leur ministère de l'Intérieur. Le Bénin ne faisait pas exception. D'où nous est venue cette idée d'aller inventer quelque chose, voilà, pour soulager le ministère de l'Intérieur? De notre suspicion légendaire. Nous n'avons pas confiance les uns en les autres, et même lorsque nous avons des structures qui sont formalisées et légales, comme le ministère de l'Intérieur, on a toujours des idées... Parce que nous avons toujours un petit pensant pour la politique, qui que nous soyons. Est-ce que c'est de la politique que de tricher ou de manipuler les résultats d'une élection en faveur de tel ou tel camp? Ce n'est pas ça la politique. En réalité, il y a beaucoup de malhonnêteté au niveau de nos structures, et à l'époque, le ministère de l'Intérieur n'était pas reconnu, en tout cas n'était pas convaincu d'une malversation quelconque, mais il y a eu des doutes en 1991 sur les résultats que la Sénat avait proclamés, parce que on se disait dans les couloirs que ce n'était pas forcément un résultat sincère, que peut-être Mathieu Kérékou avait gagné l'élection présidentielle et qu'on s'était arrangé pour s'accommoder des résultats que nous avons là. Et il y avait surtout que après l'élection des députés en 91 et l'élection présidentielle de 91, les partis ont fini par se coaliser, et il y a eu carrément dans le paysage politique une mouvance présidentielle bien affichée et une opposition. Mais après l'appel de Goro, de Nicéphore Soglo, il y a eu davantage de clarification. Même si en temps, il y a eu de la brouille, même au sein de la mouvance présidentielle elle-même, avec l'IDFP, Union démocratique des forces de progrès, d'Alain Timothée et d'Antoine Alabi Guégan, qui étaient de grands soutiens de Nicéphore Soglo et qui interprétaient l'appel de Goro de façon différente. Pour Antoine Alabi Guégan, il fallait fusionner
avec la RB, tout simplement. Et pour Timothée Adalin, il faut garder son identité et aller en alliance. De sorte que les deux ont fini par créer deux ailes du même parti. Et en partant de là, on s'est dit, mais Antoine Arabi-Beggan, qui est un passionné de Nicéphore Soglo et qui est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas nous laisser la possibilité de contrôler les élections alors qu'on a envie de faire tomber, parce qu'on était entré en démocratie. Et il fallait rechercher l'alternance. Donc, si on avait envie de faire tomber le pouvoir, on ne peut pas lui laisser la possibilité d'organiser des élections et de manipuler les élections à sa guise. Voilà d'où est venu le problème. C'est bien logique, parce que est-ce que ça ne fait pas comme, je dois dire, un délit d'initié que de confier l'élection censée être objective à une partie prenante de ces élections, justement? En réalité, si le ministère fonctionnait de la façon dont fonctionne le vrai service de l'État, ce n'est pas la position politique du ministre qui influence les élections, parce que ce sont des cadres tout à fait neutres, en réalité, qui sont chargés d'organiser les élections et qui le font dans l'esprit républicain sans chercher le moins du monde à traficoter les résultats. Donc, la couleur politique du ministre n'a en réalité aucune importance. Or, ici, c'était une démocratie naissante, les cadres eux-mêmes cherchaient à se positionner, il y avait beaucoup de tractations pour se faire nommer, se faire maintenir à un poste, et donc on se disait que si on laissait l'État continuer d'organiser les élections, le ministère de l'Intérieur pouvait donner la victoire à qui il voulait, et donc l'opposition à l'Assemblée nationale organisée sous la bannière de la Convention des forces du changement avait contrôlé le bureau de l'Assemblée nationale et avait donc décidé d'introduire cette requête à l'endroit du gouvernement qu'il avait directement rejetée. Lorsque l'Assemblée nationale a saisi le gouvernement de cette possibilité d'organiser les élections avec une structure autonome, le gouvernement de Nicéphore Soglo a balayé tout cela du revers de la main en disant que c'est de la prérogative du ministère de l'Intérieur. Donc, bon. Mais comme les forces de l'opposition contrôlaient le Parlement, il y a quand même eu cette proposition qui est passée. N'est-ce pas? Et il y a eu un bras de fer terrible parce que le gouvernement trouvait qu'il y avait beaucoup de prétentions à donner à une structure la possibilité d'organiser des élections sur tout le territoire national, alors que cette structure n'était pas, on va dire, employeur de tous les cadres qui étaient impliqués dans l'élection. Et donc, qu'il fallait aussi que la structure en question puisse avoir le contrôle de la sécurité sur le territoire national. Ces choses-là n'étaient pas envisageables, donc on ne peut pas donner l'autonomie à une structure pour... Bon, alors il y a eu un véritable bras de fer, et puis après, bon, il y a eu des concessions, la loi a été votée, et Nicéphore Soglo a quand même attaqué la loi au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui a fini par trouver que c'était une loi votée dans les règles qui ne violait aucune disposition constitutionnelle. Et donc, il a fallu faire en sorte que cette loi soit promulguée. Et à ce moment-là aussi, il y a eu beaucoup de tractations. Et les gens avaient tellement peur que la loi ne soit pas promulguée à temps pour qu'on puisse organiser les élections à bonne date. Et donc, bon, avec cette démocratie qui était toute nouvelle, il y avait beaucoup d'effervescence autour de ça. Et Nicéphore Soglo a fini par promulguer la loi et la Sénat est née. Il y avait aussi le souci de faire en sorte que les opposants puissent faire passer leurs candidats lors de la future élection présidentielle. Parce qu'à ce moment-là, Nicéphore Soglo avait déjà commencé par se créer pas mal d'inimitiés et dans les milieux politiques, les gens s'étaient déjà coalisés contre lui carrément. Mais lui, il avait un bilan, il avait manifestement le soutien du peuple, il était très à l'aise et il avait donné des petits mots d'oiseau à ses adversaires qu'il narguait de temps en temps. Et les gens ont considéré que lors du sommet de la francophonie qui a été organisé peu avant,
il y avait un certain nombre de propos qui avaient été tenus, un certain nombre de comportements de la part de Nicéphore Soglo qui méritaient en tout cas d'être étudiés de façon à ce qu'on puisse le dégager. Et ça faisait déjà partie du plan de ceux qui avaient initié la Sénat, parce que l'élection présidentielle était sensible et qu'il fallait absolument que ce soit une structure autonome qui l'organise, parce qu'il était presque certain que si c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait organisé, on se serait arrangé pour que le président puisse se rempiler. Donc la bataille de la Sénat était la bataille de l'alternance. Et cette bataille a été gagnée par l'opposition, et c'est normal que par la suite, ce soit l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle, même si on s'accorde à dire qu'il y a quand même eu un certain nombre de situations qu'on a pratiquement forcées pour que Nicéphore Soglo quitte le pouvoir, parce qu'il y a eu des annulations de voix massives par endroits, il y a eu beaucoup de situations qui ont été un peu comme des ajustements qu'on a dû faire pour que le résultat soit ce que l'on visait. On a donc à l'origine de la naissance de la Sénat, ce n'est pas un souci de transparence, mais c'est plutôt une question purement politicienne. Non, mais c'était déjà un souci de transparence. Parce que les opposants se disaient, nous pouvons battre ce président-là, mais nous ne sommes pas sûrs que les cadres vont être tout à fait neutres. Oui. Voilà, tout à fait neutres. Parce que, comme je vous le disais, l'élection de 1991, les deux élections de 91 avaient été organisées par le ministère de l'Intérieur. Oui. Et il y avait déjà des petites suspicions sur quelques tripatouillages qui auraient pu avoir été faits pour que Mathieu Kérékou soit chassé du pouvoir. Donc, il ne fallait pas donner au ministère la possibilité de recommencer, parce que nous connaissons entre nous et nous savons très bien de quoi nous sommes capables lorsque nous sommes en situation. Alors, donc la Sénat est née, elle a fait quand même un petit bonhomme de chemin, hein. Jusqu'à la lisière de 2012-2013, elle était ad hoc et elle a créé, je dois dire, elle a été objet de pas mal de tensions, soit parce qu'elle est installée tardivement, soit parce qu'il y avait une guerre pour le contrôle du bureau ou du perchoir, soit parce que peut-être il n'y avait pas une disponibilité financière pour accompagner ces actions. On avait toujours un problème quand il s'agissait justement de la Sénat et que les élections approchaient. Oui, parce que la Sénat était l'outil avec lequel les hommes politiques se livraient bataille. Et la bataille que nous gagnons à la Sénat, c'est un peu comme la victoire que vous avez déjà. Ça présageait un peu de l'issue des élections. Et donc, on mettait toute son énergie à contrôler la Sénat. Et nous savons tous que lorsque la Sénat avait été créée, elle a toujours été installée en retard. Avec beaucoup de retard pour les élections. C'est seulement en 2001 que la Sénat a été installée 90 jours avant l'élection de 2002. Sinon, elle a toujours été installée en retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des tiraillements pour s'assurer qu'on envoyait les bonnes personnes et pour s'assurer qu'on avait des adversaires qu'on pouvait maîtriser. Donc on attendait toujours que de l'autre camp, on puisse savoir qui était positionné pour commencer par désigner des gens qui pouvaient leur faire face. Et puis, il y avait aussi un enjeu majeur, c'était celui de l'argent. L'argent avait fini par noyauter complètement nos élections et la Sénat faisait partie de ces instruments-là par lesquels on pouvait gagner beaucoup d'argent. C'était un peu comme la caverne d'Ali Baba et l'argent qui venait de l'État béninois était complété par l'argent qui venait des partenaires de développement qui voulaient absolument nous accompagner pour que nous ayons vraiment de bonnes élections et on surfacturait tout. De façon à ce que, lorsque la Sénat était installée, tous les prestataires devenaient riches. Et même les membres de la Sénat, pour la plupart, devenaient riches. Et ça faisait que, pour aller à la Sénat, on était prêt à tout. Donc, il y avait entre les hommes politiques qui se battaient pour le contrôle politique une bataille, et il y avait aussi, entre les citoyens et les membres des partis politiques, une bataille pour aller s'enrichir à la Sénat. Et donc,
tout ça mis ensemble faisait que la Sénat était installée avec beaucoup de retard et n'arrivait pas toujours à organiser des élections de façon très fiable. Nous avons dû faire, à mon sens, beaucoup de concessions pour accepter de temps en temps que, bon... Est-ce que c'est pas sa faute? On va venir à son statut de Sénat professionnel bien après. Mais est-ce que c'est de sa faute que d'avoir à réaliser des élections de cette facture-là, quand on sait un peu les conditions dans lesquelles elle était installée, mais aussi, et surtout, n'oubliez pas l'époque qu'on a traversée où tout était manuel ou manuscrit, et il fallait griffonner par ici, par là, attraper sur un coup de vent, au coup de tête, des volets de fiches d'inscription qui partaient comme cela parce qu'il y avait une tempête ou un coup de vent, etc. Dans ces conditions, on ne peut pas attendre de la Sénat un miracle. Non, disons que les conditions étaient propices à toutes sortes de tripatouillages. Et les gens ne s'en privaient pas. Il y avait énormément de tripatouillages et nous faisions toujours en sorte d'accepter les résultats pour la préservation de la paix, enfin au nom de la préservation de la paix. Et quand même, il y avait des réflexions en cours qui ont permis par la suite de se dire, bon, il faut avoir une LEPI et nous savons tout ce qu'il y a eu autour de cet épisode-là aussi. On a fini par créer le SAP Sénat, qui était un peu comme la mémoire de la maison et qui était aussi pris d'assaut par les forces politiques qui se battaient énormément autour. Bon, et chaque fois qu'on devait créer une Sénat, il y avait le SAP qui était un organe particulier qu'il fallait pourvoir et ça c'était aussi... faire le travail. Donc, nous savons tous que cette LEPI au départ a été faite de façon très laborieuse, que c'est la Cour constitutionnelle qui à un moment a fini par l'imposer parce qu'on n'en finissait pas. Donc la Cour a fini par l'imposer et nous savons aussi que la classe politique ne la considérait pas comme un travail une avancée en tant que tel. On se rappelle que l'un des grands politiciens du pays l'appelait bon, voilà. Ben voilà. Et avec tout le destin qu'il a connu aussi. Cette forme de Sénat, quel est son bilan dans le fond? Au-delà peut-être de la bonne volonté des acteurs politiques de concéder, je dois dire, des échecs au nom, comme vous l'avez dit, de la préservation de la paix, est-ce qu'on en avait fait vraiment un outil véritable au service du développement, de la démocratie? Je pense que le premier résultat qu'on peut déjà considérer, c'est que ça nous a tous apaisés. C'est-à-dire que les tensions qu'il y aurait pu y avoir, si c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, ces tensions-là, au moins, ont été un peu apaisées et les perdants faisaient, contre mauvaise fortune, bon cœur. Parce qu'on se disait, bon, c'est quand même un organe indépendant et autonome qui a organisé les élections. Donc, les crises avaient des limites. On va dire que les crises étaient contenues. Et ça, c'était une excellente trouvaille parce que si c'est le ministère de l'Intérieur qui avait continué dans certaines circonstances d'organiser les élections, nous aurions déjà connu ce que d'autres pays autour de nous ont connu malheureusement, des affrontements assez violents, des conflits entre une guerre civile. Bon, mais le Sénat, non. C'est pas le Sénat, c'est la Sénat. La Sénat nous a permis d'avoir au moins ce climat apaisé. Et tout le monde s'accordait à dire qu'il fallait continuer d'avoir cette structure-là au centre de l'organisation des élections parce qu'il était de plus en plus évident que le ministère de l'Intérieur était devenu plus politique, que les cadres étaient tous alignés et qu'on ne pouvait pas continuer de confier les élections au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un premier niveau de succès de la Sénat. Il faut dire aussi que grâce à la Sénat, nous avons pu organiser de façon régulière toutes les élections et à bonne date. La plupart des élections à bonne date. Aussi, oui. Oui, par le passé, non, je dis sous l'ère de renouveau démocratique, il n'y a que le référendum de 90 et les deux élections de... Donc, si le ministère de l'Intérieur avait continué avec le tiraillement inévitable qu'il y aurait eu au sein de la classe politique, il n'est pas certain que nous ayons eu des élections à bonne date.
parce que ça aurait été dans l'avantage d'un camp de les retarder plutôt que de les organiser pour pouvoir engranger des points ou bien pour pouvoir essayer d'équilibrer les forces avant d'organiser les élections. Donc c'était une bonne chose que d'avoir un arbitre qui avait des dates et qui suivait ces dates-là indépendamment de ce que l'État peut décider. N'est-ce pas? Tiens, ça c'était important. Ensuite, bon, la Sénat, quoi qu'on dise, a été aussi un outil de brassage parce que il y avait les hommes politiques, il y avait la société civile, il y avait c'était composé de façon à ce que un certain nombre de segments de la vie politique et civile soient représentés. Et ça faisait que tout le pays en réalité avait une participation active dans la gestion des élections. Il n'y avait pas de contestation majeure parce que justement, ceux qui pouvaient contester avaient un représentant au niveau de la Sénat. Même s'il y a eu des incidents au cours desquels, par exemple, en 2011, on a eu un président et un vice-président qui ont proclamé des résultats différents. Ces choses-là sont arrivées, c'est vrai, mais dans l'ensemble, la Sénat nous a permis d'organiser régulièrement des élections et de les organiser à bonne date. Peut-être parce qu'on a eu droit dans le temps à mettons, des régimes, enfin, il n'y avait pas eu d'alternance en tant que telle, puisqu'on avait des régimes qui étaient installés, Mathieu Kérékou, sur ces 10 ans, et qui avaient fini et qui devraient passer la main. Ça ne mettait pas un grand enjeu de sorte à éprouver véritablement, je dois dire, l'objectivité, l'efficacité, la neutralité de la Sénat. Donc on peut comprendre qu'elle mette cela au compte de ses succès. Il y a eu quand même quelques changements. Il n'y a pas eu que Mathieu Kérékou au pouvoir depuis. Depuis 1994, où elle est intervenue pour organiser la présidentielle, je crois qu'il n'y a pas eu véritablement... il y a eu Mathieu Kérékou, ensuite il y a eu Boliaï, il y a eu Patrice Talon, et à chaque fois il y avait une flopée de candidats, il ne faut pas l'oublier. C'est ça aussi l'intérêt. Parce que si c'était resté dans le giron de l'État, on aurait peut-être corsé les conditions de façon à ce que le président en exercice ne puisse avoir beaucoup de concurrents. Par contre, avec le Sénat, on avait des concurrents, on avait jusqu'à une trentaine de candidats qui pouvaient prétendre aller à une élection présidentielle. Donc c'était important. Donc il y a peut-être qu'il y a des gens qui sont restés longtemps au pouvoir, 10 ans, et qui ont fait leur décennie avant de partir, mais quand même, après la décennie, nous avons quand même dû changer d'homme et d'équipe à la tête du pays. Et ça, c'était quand même à l'actif de la Sénat. Est-ce que la Sénat, de cette nature-là, n'avait pas été aussi maintenant un outil qui a été très manipulé par notamment le pouvoir en place? Parce qu'on a vu, il y avait toujours des stratégies, puisque le pouvoir devait mettre soit l'argent à disposition, soit le calendrier, soit le décret. Donc on y allait en fonction, je dois dire, du calendrier personnel du président qui était en fonction. Et c'est heureux que la Sénat ait existé, parce que sinon, en réalité, les hommes n'ont pas changé. Qu'ils aient été au ministère de l'Intérieur ou qu'on les retrouve à la Sénat, les hommes n'ont pas fondamentalement changé, et ceux qui avaient des velléités de tripatouillage n'avaient pas cessé d'avoir ces velléités. Donc, même au niveau de l'État, on avait toujours, on va dire, des points focaux au niveau de la Sénat avec qui on traitait, et on s'arrangeait toujours pour avoir un avantage sur l'adversaire à partir de ces choses-là. Et on se rappelle qu'en 2006, le gouvernement de Mathieu Kérékou avait carrément dit qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser les élections. Et il n'y avait pas d'argent, tout simplement. Oui. Donc, il y a effectivement de ces cas-là de manipulation, parce que quand même, on a fini par trouver de l'argent pour organiser les élections, n'est-ce pas? Donc, cette possibilité existait bien, mais on avait fait un véritable chantage à la classe politique en disant on ne peut pas organiser les élections parce qu'on avait d'autres idées derrière la tête, de couplage, et de prolongement du mandat présidentiel, et tout ça. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu tout ça, et que c'est heureux qu'il y ait véritablement eu une Sénat au milieu au moins, pour continuer, vaille que vaille, de laisser croire qu'il y avait une possibilité d'organiser des élections et qu'il y avait des gens qui étaient prêts pour ça. On a donc eu droit à cette Sénat avant que les politiciens, enfin les acteurs politiques,
toujours eux, hein, ne décident de lui trouver un autre statut, notre forme. Et donc on est passé de cette Sénat-là à une Sénat un peu plus professionnelle, plus permanente, etc. Encore, est-ce que ça a changé dans le fond? Quand vous voyez un peu, je dois dire, l'expérience qu'on a eue avec cette Sénat-là et celle qu'on a connue avec la Sénat ad hoc. Parce que ça commençait à coûter très cher d'avoir une Sénat ad hoc. Nous avions des élections qui n'étaient pas alignées, et donc dans l'année, on pouvait avoir jusqu'à 3 élections. Et quand les élections sont rapprochées, c'est la même Sénat, mais quand il y a un espace d'1 an ou 2, peut-être il faut laisser passer ceux-là. Et à chaque fois, c'est un renouvellement de tout le matériel, parce qu'on ne sait jamais où le matériel qu'on a utilisé précédemment est passé. C'est un renouvellement de tous les contrats. Et il y avait beaucoup de choses qui disparaissaient, alors que dans une organisation cohérente, on aurait pu garder ces choses-là et les réutiliser. Il était important donc à ce moment-là d'avoir au moins une petite structure stable qui soit véritablement un peu gardienne du mobilier, du patrimoine, et qui continue de gérer les affaires courantes en attendant que les grands responsables soient nommés. Et donc, à ce moment-là, c'était en 2013 que les députés avaient estimé qu'il fallait commencer par avoir une Sénat permanente. Et cette Sénat permanente a été plus tard professionnalisée avec un mandat de 7 ans qui devait permettre à chaque fois d'avoir une structure qui était prête à organiser une élection chaque fois qu'il y en avait une, parce que, encore une fois, les élections n'étaient pas alignées et que chaque année, pratiquement, on avait une élection. Donc, c'était une excellente chose. Mais aujourd'hui, nous avons un mandat de 7 ans et des élections qui sont alignées, et par conséquent, il n'y a plus de raison d'avoir une Sénat, qu'elle soit ad hoc ou non, à l'intérieur de ces 7 ans. Mais par contre, qu'on ait une structure qui continue d'entretenir la mémoire de la maison et le patrimoine, c'est important. Faisons le bilan de cette Sénat permanente et professionnelle. Est-ce que l'atmosphère qui a entouré nos élections, les gros budgets qu'on y engloutissait quand elle était ad hoc, est-ce que ça a changé outre mesure? Non, ça n'a pas changé. Mais la Sénat était devenue un peu comme un mal nécessaire. Nous ne savions plus nous en défaire parce qu'elle nous permettait de nous défausser sur les hommes politiques qui étaient là-bas et d'oublier le ministère de l'Intérieur qui était un peu comme la bête noire. Et le ministère de l'Intérieur qui n'était plus concerné par les élections, au début, n'a pas été vraiment, on va dire, qui n'a pas collaboré véritablement avec la Sénat. Il y avait eu beaucoup de couacs. Et la Sénat avait dû collaborer avec l'INSAE. Et vraiment, comme c'était une première expérience, au début, en tout cas, ça a cafouillé. Bon, mais on peut dire que avec les années et avec la stabilité déjà de la structure et la professionnalisation ensuite, on était quand même arrivé à avoir un niveau d'expertise qui nous permettait d'anticiper sur les élections, même si, encore une fois, lors de l'élection législative passée, nous avons constaté quand même qu'il y avait eu encore quelques ratés. J'allais dire, est-ce que véritablement il a été professionnel avec le temps? Et des ratés qu'on ne devrait plus avoir normalement lorsque nous avons une structure pérenne qui a tous les moyens et qui a toutes les possibilités d'anticipation et d'organisation et des choses. Donc je pense que tout ça mis ensemble a peut-être amené le législateur à se dire il faut qu'on repense à tout ça et qu'on trouve une bonne formule pour continuer d'organiser des élections sans que ça coûte aussi cher d'une part, même si aujourd'hui les coûts ont été sensiblement diminués. On se rappelle qu'en 2010, ou je ne sais pas à quelle année, Bori Yahi était sorti de ses gonds en disant mais franchement, il y a de l'abus. On ne peut pas organiser des élections avec un tel montant alors qu'on est un pays aux ressources limitées. Les élections coûtaient les yeux de la tête et on se complaisait dedans depuis un certain nombre d'années et on allait là-bas pour s'enrichir et l'État continuait de mettre de l'argent. L'État mettait de l'argent
Et c'était une vache à lait que les hommes politiques allaient traire. Et quand il a tapé du poing sur la table, on s'est rendu compte qu'en réduisant de façon drastique les coûts, on pouvait quand même organiser des élections. Et c'est ce qui a été fait. Et Patrice Talon nous a montré ensuite, quand il est arrivé, qu'on avait besoin de l'argent de personne pour organiser des élections au Bénin. Vous voyez, donc, cette expérience qui a commencé en 1995 a été enrichie progressivement jusqu'à aujourd'hui. Et on peut considérer qu'avec la moisson de toute cette expérience, on peut véritablement penser à construire quelque chose qui soit plus pérenne et qui nous satisfasse davantage. Oui, sur le plan financier, on a fait de gros bons en avant, en réduisant notamment les charges et ce que nous coûtaient les élections. Mais du point de vue du tiraillement politique, la Sénat permanente et professionnelle n'a pas été à l'abri, je dois dire, de sa mère en griffe, je dois dire, parce qu'on a eu cette impression aussi que continuellement, l'acteur politique avait toujours eu son mot à dire. Je pense que l'idéal aurait été de débarrasser la Sénat de toutes les implications politiques. L'idéal aurait été d'avoir une Sénat professionnelle. Comment est-ce possible justement quand la matière sur laquelle la Sénat intervient, c'est une matière politique? Oui, mais c'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous êtes détaché à la Sénat, quel que soit votre bord politique, vous cessez complètement d'avoir une couleur politique. Et vous travaillez pour le pays. Vous avez un esprit républicain dans tout ce que vous faites. Vous ne vous tracassez plus pour savoir quels sont les services que vous pouvez rendre à votre parti politique à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours ça. Tant qu'on n'a pas des cadres qui réfléchissent de cette façon-là et qui continuent de faire des calculs chaque fois qu'on les nomme et qui pensent qu'ils sont redevables à leur parti politique, au chef du parti politique et à tous les militants qui sont candidats à une élection, on aura toujours des difficultés, quelle que soit la structure qui sera créée. Donc, oui, l'idéal, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où on peut dire qu'il est temps de dépolitiser véritablement la machine électorale pour qu'elle soit neutre et professionnelle. Mais si chaque Béninois a forcément une sensibilité politique ou a forcément des services à rendre, comme nous en avons l'habitude, ce n'était pas bien évident qu'on ait des cadres qu'on a fait là-bas un jour qui se disent, bon, voici ce qui est, et que ce soit véritablement ce qui est. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut aller vers l'idéal. Et l'idéal, c'est d'avoir des gens qui organisent des élections chez nous, sans calcul, sans arrière-pensée. C'est difficile. Hein, oui, il faut qu'on en arrive là. Et d'ailleurs, quand on en arrive là, on trouve tout à fait normal que ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Justement, parlons-en. Comment est-ce que ça peut être normal que le ministère de l'Intérieur organise des élections? Les pays africains ont ce renom de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. On est parti des élections organisées par le ministère de l'Intérieur. On a créé quelque chose, l'idée géniale, hein, créer quelque chose qui soit comme une zone tampon, qui permette à ce que chacun arrête de soupçonner chacun, et puis ça évolue, on l'a mûri. Qu'est-ce qui diantre peut nous amener encore à retourner dans cette affaire de ministère de l'Intérieur qui organise encore des élections, ou ailleurs sur le continent, on a vu des militaires courir avec des urnes par exemple. Oui, mais il faut partir peut-être du postulat que nous avons un peu mûri. Et que, bon, cette maturité aidant, nous pouvons désormais recommencer par entrer dans les formes de... Chaque Béninois a une sensibilité politique, ça mais ailleurs, quand le ministère de l'Intérieur organise des élections, ce n'est pas parce que les citoyens n'ont pas de sensibilité politique. C'est dans la tête qu'il faut mûrir et se dire que le combat qu'on fait, le combat politique qu'on fait, c'est d'abord pour la République. C'est d'abord pour le bien collectif, c'est d'abord pour l'intérêt général. Il faut réenseigner cela, il me semble, à la classe politique, pour que partout où se trouve l'homme politique, il ne soit pas véritablement dans le petit calcul opportuniste pour lui et pour son groupe politique. Si nous cessons ça, ce serait déjà une avancée significative et nous pouvons à ce moment-là, considérer qu'un ministère de l'Intérieur a toute l'attitude pour organiser des élections parce que, en principe,
les cadres qui y travaillent sont formés à cet effet-là et ont une expérience en la matière. Donc, avec ce que nous avons connu aujourd'hui comme expérience avec la Sénat, si le personnel qui est susceptible d'être reversé dans le giron du ministère de l'Intérieur peut l'être, on peut avoir, disons, toute une brochette de cadres qui sont capables d'organiser de bonnes élections. Mais encore faudrait-il que les hommes politiques puissent les laisser travailler tranquillement. Si déjà, on ne peut pas faire une liste électorale sans que les politiques viennent s'asseoir tous à la table pour s'assurer qu'elle est transparente. Si déjà on ne peut pas organiser des élections sans que ceux qui sont dans les bureaux de vote ne soient tout le temps en train de se plaindre de ce qu'il y a eu des manœuvres qu'ils n'ont pas comprises, il y aura toujours des problèmes. Donc, organiser des élections, ce n'est parfait nulle part. Même aux États-Unis aujourd'hui, Donald Trump lui-même, qui est président de la République, est en train de remettre en cause la fiabilité, la sincérité de leur système électoral. Donc, partout ça existe. Mais il faut en arriver quand même à donner la priorité à l'intérêt général pour que la politique soit de moins en moins présente dans ce que nous faisons. Et je pense que depuis quelques années, ça a commencé à se faire progressivement et que c'est peut-être le constat qui a été fait que l'administration a été quelque peu dépolitisée qui amène à penser qu'on peut aujourd'hui... Quelle est la mesure qui nous rassure aujourd'hui que l'administration a été dépolitisée quand on sait que dans la grosse machine qui est installée, qui s'appelle l'administration, est patronnée par quelqu'un qui a forcément une couleur des intérêts, le chef de l'État. Et c'est lui qui nomme justement les différents cadres à différents niveaux, qui ont à la fois l'obligation, tout au moins morale, en tout cas envers celui qui les a nommés, et l'obligation de compte rendu aussi. Quand on est installé dans cette atmosphère-là, et qu'on sait que ceux qui sont au ministère de l'Intérieur, c'est forcément des agents donc au service de l'administration et qu'ils ont un patron à cet effet-là, quel est le gage qu'on a d'une neutralité possible de la part de ces gens-là? Ça, c'est une première inquiétude. Et l'autre aspect aussi, ça peut être la technicité. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, les agents du ministère de l'Intérieur sont dotés techniquement pour nous organiser des élections? D'abord, sur le premier volet, il faut dire que partout dans le monde, les présidents viennent d'un parti politique. Oui. Et partout dans le monde, le ministre de l'Intérieur vient d'un parti politique. La plupart des ministres viennent des partis politiques. Oui. Ça n'empêche pas le cadre de travailler de façon neutre. Mais notre problème ici, c'est que les calculs opportunistes dépassent parfois l'intérêt général et on se perd un peu. Vous voyez, et on a peur de perdre les privilèges. Le problème du cadre béninois, c'est la peur de perdre les privilèges. Et c'est d'ailleurs le problème des hommes politiques aussi. Et ça fait que ce qui est évident, on le laisse pour faire tout à fait autre chose. C'est pourquoi on est formé, on l'oublie et on fait autre chose. Hein? Sinon, le ministère de l'Intérieur regorge de personnes qui ont fait des études à l'intérieur de ce ministère. Il y a des personnes qui ont fait des études dans le sens d'organiser des élections. Et même en considérant que depuis 1995, le ministère n'a plus organisé d'élections dans notre pays, on peut, sur cette base-là, dire, bon, comme nous avons quelques années devant nous avant d'organiser des élections, pratiquement 7 ans, on peut encore former de la ressource humaine au niveau du ministère de l'Intérieur pour que, à l'orée de 2033, je crois, non? De 2033, on ait des personnalités au niveau du ministère de l'Intérieur qui soient suffisamment aguerries pour organiser des élections crédibles. Et donc, il faut faire en sorte que ces choses-là s'agencent, mais d'abord, c'est dans la tête du cadre, encore une fois, que le ménage doit se faire. Il faut un réarmement comment ça se fait quand on sait que c'est quelque chose qui est resté en l'état, qui a pris peut-être le temps de se... Moi, je reviens toujours sur la dépolitisation par ce que je considère comme l'austérité. L'austérité financière. Si le cadre fait tout ce qu'il fait là, c'est parce que la politique est plus rentable que son travail. C'est parce que le travail qu'il fait est moins valorisant
que la politique. Et si, sur le plan politique, il n'a pas d'avantage qui l'incite à oublier ses convictions, à oublier ce pourquoi il a été nommé, il se concentrera sur son travail et le fera correctement. Donc, encore une fois, il faut faire en sorte que le milieu politique ne soit pas un endroit où on devient riche comme Crésus du jour au lendemain parce qu'on y a mis les pieds, et que le cadre qui n'y met pas les pieds ne soit pas au même niveau de rémunération parce que lui, il s'attelle consciencieusement à faire ce pourquoi il a été formé. Il faut un renouvellement, je veux dire, des grilles pour que tout le monde soit mêmement traité de façon à ce que chacun reste dans son couloir tout en servant la République avec loyauté et avec sincérité. Donc, le milieu politique, c'est un milieu dans lequel la loyauté et la sincérité disparaissent systématiquement, ça nous le savons. Et c'est là-bas qu'on prospère. Si ça cesse d'être comme ça, il est clair que nous aurons des cadres qui n'auront pas à continuer de tricher avec les affaires de l'État. Et surtout, nous aurons des cadres qui n'auront pas à bâcler ce qu'ils ont à faire parce que ça leur profite matériellement ou financièrement du point de vue politique. Oui, mais le jour où la politique et ses intérêts vont perdre de la valeur au profit, je dois dire, de l'engagement professionnel, du parcours professionnel, l'efficacité professionnelle, ce jour-là, on n'en est pas encore à sa veille parce que justement, ceux qui établissent les conditions, qui établissent les règles de répartition justement la richesse nationale, c'est encore eux les acteurs politiques et je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui est si proche de la marmite peut établir les règles de partage du contenu de la marmite en pensant véritablement à mieux équiper ceux qui sont derrière que lui qui est proche de la marmite. Oui, c'est un idéal, ça reste un rêve et ça reste, moi, mon souhait le plus ardent. Mais encore une fois, c'est effectivement un certain nombre de personnes qui doivent prendre cette décision et ces personnes-là sont actuellement les bénéficiaires des avantages de cette situation, oui. Et on ne voit pas très bien comment ça pourrait changer du jour au lendemain. Mais quand même, il faudrait qu'on finisse par en arriver là parce que c'est un peu comme si nous étions déjà dans la jouissance par anticipation de ce que nous n'avons pas encore comme niveau de production, n'est-ce pas? Et quand vous comparez la façon dont le milieu politique et même le milieu dirigeant fonctionne avec des avantages qu'on peut avoir aujourd'hui. Et quand vous comparez ça avec certains pays qui ont beaucoup plus de moyens, vous vous dites que nous mangeons un peu comme notre blé en herbe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir parce qu'on peut économiser énormément d'argent en continuant de travailler et en vivant dans l'austérité pendant encore un certain nombre d'années pour que, quand il y aura la prospérité véritable, elle soit partagée par tout le monde. Alors, revenons-en à notre sujet, la Sénat. Pour vous, il vaut mieux retourner carrément vers le ministère de l'Intérieur. Non, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais je dis que c'est l'idéal. L'idéal. C'est l'idéal. Je ne sais pas ce qui est plus pertinent que de regarder de très près, je dois dire, ce que représente et comporte aujourd'hui la Sénat dans son état actuel, peut-être de chercher à le débarrasser de sa fioriture. Et si c'est le temps qu'elle mettra à être inactive qui dérange, de trouver un autre mécanisme, de l'occuper autrement que de carrément aller remettre les unes au ministère de l'Intérieur. La Sénat est une invention du génie béninois. Oui. Et cette invention a été la conséquence directe des tiraillements politiques et des suspicions. Tant que nous ne pouvons pas nous débarrasser de la Sénat et continuer d'avoir de bonnes élections, c'est que les raisons pour lesquelles la Sénat a été créée continuent de prévaloir. Oui. Et ça, ce serait, après 35 ans, ou je ne sais pas combien, déjà 36 ans maintenant de renouveau démocratique, ça serait un peu comme une plaie dans notre démocratie que de ne pas pouvoir faire confiance à des institutions parce que on est dans la politique et qu'en politique on ne peut pas laisser l'adversaire gagner régulièrement. C'est une mauvaise chose parce que les textes de la République qui permettent d'empêcher quelqu'un d'être candidat, les textes de la République qui permettent de voler la victoire d'un candidat, les pratiques qui consistent à éliminer des voix
à déséquilibrer le vote de façon à ce que ça devienne insincère. Ce sont des pratiques à bannir. Et si nous avons encore la hantise de la Sénat, ou en tout cas des structures tampons, qui nous permettent d'oublier nos querelles pour venir cristalliser les passions là-dessus, c'est que nous ne sommes pas véritablement prêts à, à faire le jeu démocratique comme il se doit. C'est que quelque part, nous sommes tous des tricheurs et que dans notre grosse hypocrisie collective, nous essayons, vaille que vaille, de dire que nous sommes en démocratie. Nous devons pouvoir, à un moment, oublier les compromis qu'il y a eu au début pour qu'il n'y ait pas de clash, compromis qui étaient nécessaires parce que nous n'avions pas suffisamment de maturité, que nous n'avions pas suffisamment de pratique en matière de démocratie et que nous avions besoin de ces structures-là pour faire un peu de chemin. Mais avec tout le chemin que nous avons parcouru aujourd'hui, nous devons pouvoir dire que la Sénat, on peut la remiser et demander au ministère de l'Intérieur de nous organiser de bonnes élections. On aura perdu en tout cas en matière d'expérience accumulée au fil de ces années. Non, je vous l'ai dit. Moi, je considère... Le déploiement annoncé des agents de cette structure et la liquidation, en tout cas proposée, sont deux options qui marquent, je dois dire, la fin d'une institution et surtout la perte de ces expériences dont je parle. Le personnel qualifié de la Sénat ne part pas par perte et profit, ne disparaît pas par perte et profit. Ce personnel peut être reversé au ministère de l'Intérieur. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et le matériel qui est déjà constitué avec le système de suivi qui existe déjà peut être reversé. Et puis on peut former davantage de gens pour que, comme ça se fait partout ailleurs, nous revenions à une orthodoxie qui consiste à organiser les élections avec le ministère de l'Intérieur. En tout cas, on verra bien ce que décidera l'exécutif, puisque la balle est dans son camp, même si dans la coulisses, il est entendu, il est murmuré, pardon, que les réflexions se poursuivent. Il est évident que la Sénat, en tout cas, mettons à un carrefour très délicat de son destin, de son avenir, et probablement pourrait, en tout cas, perdre son acte de naissance, comme on le dit de façon triviale. Monsieur Carlos Souké, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, profitez de votre temps, profitez aussi des programmes de Canal 3 Bénin, passez de très bons moments.